L'interception par l'aviation américaine du commando responsable du détournement de l'Achille Lauro. Les 4 Palestiniens sont ce soir aux mains des Italiens. Le Congrès rose dans la ville de la même couleur. Le PS à la recherche de la synthèse. Jospin et Rocard intervenaient dès l'ouverture à Toulouse. La confirmation de ce que nous vous annoncions dès hier soir, l'inflation a été très faible au mois de septembre, seulement 0,1%. Le pari des 5% semble gagner sur l'année. Le prix Nobel de la paix est allé à une association qui regroupe des médecins de tous horizons, militants contre la guerre nucléaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les pirates piratés, les geôliers emprisonnés, c'est la conclusion, à défaut de la morale, que l'on peut tirer ce soir après la capture du commando palestinien responsable du détournement de l'Achille Lauro. Une capture quasi cinématographique avec l'interception par des avions américains du Boeing où le commando avait pris place. Une sorte de capture en plein ciel, l'avion, un Boeing égyptien, étant escorté, ou plutôt encadré, jusqu'à une base italienne de l'OTAN. C'est là que les terroristes ont été arrêtés. Le scénario de cette aventure avec Philippe Lefebvre. Quand ils se rendent mercredi soir, les 4 pirates palestiniens ne savent pas qu'ils vont être détournés à leur tour. Hier soir, secrètement, ils sont embarqués dans un Boeing 737 d'Égyptair réquisitionné. Destination Tunis. En cours de vol, l'autorisation d'atterrir est suspendue par le gouvernement tunisien. L'aéronavale américaine intervient alors. Du navire amiral, 4 F-14 décollent, encadrent le Boeing et l'obligent à se poser en Sicile sur une base de l'OTAN. Les tractations vont alors commencer. Toute l'opération a été ordonnée par le président américain, semble-t-il, en étroite collaboration avec le gouvernement italien de Bettino Craxi. À 4h45, les 4 pirates sont remis aux carabiniers italiens et emmenés vers une destination inconnue. À bord de l'appareil, il y a également 2 émissaires de l'OLP, dont un proche d'Arafat. Ils sont actuellement entendus par les autorités italiennes. Ce soir, c'est la confusion. Les autorités judiciaires italiennes ont interdit au Boeing d'Égyptair de regagner le Caire. Sur la base sicilienne, il y aurait encore 19 personnes à bord de l'appareil, autre pavé dans la mare de ce piratage des pirates. Selon le New York Times, l'interception du Boeing s'est faite après d'intenses négociations entre l'OLP et les gouvernements américains, italiens et égyptiens. Pour la forme, le Caire a exprimé ce soir sa surprise devant l'opération américaine. Les membres du commando et leurs accompagnateurs sont donc en Italie. C'est dans ce pays que les 4 terroristes seront jugés, encore que les États-Unis réclament quand même leur extradition, même s'ils admettent le principe du procès en Italie. Pour en arriver là, et même pour monter toute l'opération qui s'est conclue sur une base de l'OTAN en Sicile, donc en Italie, il a fallu bien sûr de longues tractations, vous l'avez entendu, entre Rome et Washington. Victor Vraman est notre correspondant en Italie. Voici C'est Giulio Andreotti, le ministre italien des Affaires étrangères, qui a dit que le procès des 4 terroristes de l'Achille Lauro aura lieu en Italie. En ce qui concerne l'extradition de ces terroristes aux États-Unis, elle lui paraît très improbable. Très improbable tout simplement parce que la loi italienne interdit l'extradition des personnes vers des pays qui appliquent encore la peine de mort. Ces 4 terroristes seront donc poursuivis en Italie pour homicide volontaire, détournement de navire, prise d'otages et détention abusive d'armes et d'explosifs. Ce qu'il faut souligner, c'est que le Front de libération de la Palestine a demandé à l'Italie de relâcher immédiatement les 4 terroristes. Il n'a pas été précisé ce qu'il arriverait à cette pauvre Italie au cas où ces terroristes ne seraient pas relâchés immédiatement. Des réactions enthousiastes en Israël, bien sûr, où l'émotion avait été très vive après l'annonce de l'assassinat d'un des passagers, un homme de 69 ans qui était à moitié paralysé. Approbation aussi à Londres, où le gouvernement de Margaret Thatcher parle d'un triomphe pour Ronald Reagan. Et c'est d'ailleurs bien l'impression que l'on a aux États-Unis, où le président américain vient donc de réussir une très belle opération politique. Sur place, nos correspondants Jacques Abouchard et Jean-Claude Paris. Aujourd'hui, les Américains sont fiers, soulagés et unanimes. Comme en de rares occasions, le New York Times a osé faire un titre sur toute la largeur de sa première page. Et le ton des journaux populaires, c'est « on les a eus », un sentiment partagé par beaucoup. Je suis content qu'on les ait arrêtés, mais je crois qu'on doit les ramener ici pour qu'ils soient confrontés à la vraie justice. Les Américains ont déjà fait l'objet plus que tout autre de l'attention des Palestiniens. Tenter de les ramener ici pour les juger ne peut qu'augmenter cette attention, ce que personne ne souhaite ni ne mérite. Mon avis, c'est qu'ils devraient être exécutés. Ils devraient organiser quelques mecs sérieux. S'il y avait plus de types comme moi,
On ferait une petite descente là-bas, on irait les tirer comme des lapins. J'ose pas vous dire vraiment ce qu'on leur ferait. Pas de triomphalisme, mais un soulagement évident. C'est l'ambiance de Washington aujourd'hui. Et pour Ronald Reagan, un succès personnel indiscutable. L'opinion américaine venait de vivre un véritable calvaire pendant le détournement du bateau italien. Le président lui redonne du tonus. Il suscite l'union sacrée entre adversaires politiques démocrates et républicains. Ronald Reagan se présente comme un rassembleur et aussi comme un homme de parole. À son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 81, il s'était engagé à combattre les auteurs d'actes de terrorisme. Les États-Unis marquent un point en y ajoutant la manière, pas un coup de feu tiré au cours de l'interception. Dans ce tableau, il y a quand même une ombre, la tension surgit avec l'Égypte. Elle fait suite à la crise ouverte avec la Tunisie, autre allié privilégié de Washington dans le monde arabe. Beaucoup donc pour Ronald Reagan et Edward Lohr, mais dans cette affaire, eh bien, le droit international a quand même bon dos, si ça veut encore dire quelque chose. Oui, si l'on s'en tient au droit international, ce que les Américains ont fait cette nuit est totalement illégal et qui plus est, on serait parfaitement en droit de reprocher à la première puissance du monde de se conduire comme le ferait ou comme le fait n'importe quel groupe de terroristes. Mais je crois qu'il faut bien regarder les choses en face et qu'on a dépassé depuis longtemps le stade des codes juridiques et de la légalité. Et surtout parce qu'en face, on n'a jamais tenu compte de ce genre d'arguments. En fait, ce qui paraît plus inquiétant, c'est que les États-Unis viennent de mettre le doigt dans un engrenage que personne ne contrôle. Ils n'avaient pas bougé après les 240 morts du quartier général des marines à Beyrouth, ils l'ont fait la nuit dernière après l'affaire de ce paquebot. On comprendrait mal que ce soit un geste isolé, en revanche, cela pourrait bien préfigurer l'attitude à venir des États-Unis dans ce genre d'affaires. Et à la limite, si on se dit, après tout, ils ont bien raison de le faire, tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que parallèlement, voire même secrètement, soit engagé un processus diplomatique qui aboutisse enfin un jour à un vrai règlement des problèmes de cette région du monde. Oui, j'ajoute ce soir une menace de l'OLP qui prédit une attaque contre des cibles italiennes ou américaines pour tenter d'obtenir la libération du commando. C'est une déclaration faite par le responsable de l'OLP à Bonn, en Allemagne. Voilà ce que l'on pouvait dire donc ce soir sur cette affaire, et puis tout à fait en marge de cette histoire, mais cette information peut avoir une influence sur la politique américaine. L'annonce faite par Ronald Reagan d'une petite intervention chirurgicale qu'il a subie hier soir pour enlever de nouvelles cellules cancéreuses apparues sur son nez. Peu de choses d'après la Maison-Blanche, et M. Reagan a eu ce mot plaisant en estimant qu'il avait maintenant le nez propre. Nous en arrivons à la politique avec le congrès de Toulouse, une ville qui n'a jamais été aussi rose puisque le PS y tient ses assises. Un congrès important car c'est le dernier avant les élections. On est d'ailleurs entré très vite dans le vif du sujet aujourd'hui avec les interventions de Lionel Jospin et de Michel Rocard qui ne partagent pas les mêmes idées sur l'avenir du Parti socialiste. Sur place, Dominique Laurie. Sans préliminaire, le Congrès s'est vite attaqué cet après-midi au débat de fond avec les interventions très attendues de Lionel Jospin et Michel Rocard. Débat de fond avec les interrogations qui sautent au centre de ces assises. Parti socialiste ou social-démocrate, quelles alliances après 86? Principaux points de désaccord entre les deux courants. Lionel Jospin, fidèle à son style, modéré mais sans évacuer les vraies questions, a lancé comme un avertissement. Après 86, pas d'alliance avec la droite. Et si le score réalisé aux élections ne nous mettait pas en position d'entraîner, de créer une dynamique de gauche dans un gouvernement dirigé par les socialistes, nous serions, je le redis, c'est en tout cas notre conviction, dans l'opposition. Nous ne ferions pas d'alliance à droite, nous ne servirions pas de force d'appoint à la droite, en tout cas pas avec moi comme premier secrétaire. En réponse à Lionel Jospin, Michel Rocard a affirmé d'entrée de jeu qu'un accord était possible, souhaité par son courant. 3 points essentiels, dire que le PS a changé, pas de rupture avec le capitalisme, le respect de la vérité. Puis il a évoqué les problèmes difficiles des alliances après 86. Quand tu as dit, Lionel, tout à l'heure, que nous ne voulions pas être une force d'appoint de la droite, tu as reçu dans cette salle une immense ovation. Elle était immense parce qu'on était tous. Mes camarades, si on écrivait comme on fera pour justement l'éviter, nous n'en demandons pas plus. La garantie écrite. C'est tout. C'est ça l'objet du débat.
Et le Congrès, il est fait de responsables, représentant souverainement leur fédération et les militants. Il n'est pas là pour donner des cartes blanches et laisser l'interprétation de questions aussi graves à des directions dans des situations historiques dont nous ne saurions préjuger à l'avance. Mais une synthèse, ce n'est pas une reddition intellectuelle. Et il faut intégrer des réflexions communes, il faut aussi gommer des antagonismes. Et ce n'est pas tout à fait si simple, je le crois pourtant possible. Et à mesurer les enjeux, comme je viens de le faire, comme a écouté Lionel tout à l'heure, je pense que nous ne sommes pas très loin. À entendre les deux leaders, on pourrait penser que les points de vue se sont rapprochés, que l'accord est possible, mais soyons prudents, on achoppe ce soir sur plusieurs points. Les socialistes savent bien qu'ils jouent gros, très gros dans ce congrès. S'ils quittent Toulouse sur une division, c'est un PS bien affaibli qui va se lancer dans une campagne électorale déjà bien difficile. Le message de François Mitterrand, lu tout à l'heure au congrès, est clair. Toulouse doit être le départ d'un nouvel élan. Soyez unis, votre unité fait votre force, sachez la préserver. C'est beaucoup plus qu'un message, c'est un conseil. La haute autorité de l'audiovisuel a fait connaître aujourd'hui la liste des PDG qui restaient à nommer. Pas de changement à Radio France et à l'SFP. Messieurs Jeanneney et Labrusse restent à leur poste. Un nouveau PDG en revanche pour RFO. Il s'agit de Jean Vistel qui était jusqu'à présent chef du service juridique et technique de l'information, un organisme qui dépend du Premier ministre. Nous vous l'annoncions en avant-première dès hier soir. Le mois de septembre aura été un très bon mois pour la hausse des prix en France avec une inflation de seulement 0,1%. Un chiffre provisoire publié ce soir par l'INSEE, l'Institut de la statistique. Cela veut dire que l'inflation recule de mois en mois, si bien qu'actuellement, le rythme annuel de la hausse des prix est de l'ordre de 5,3%. Il pourrait ainsi être inférieur à 5% lorsque viendra la fin de l'année, grâce tout à la fois à la baisse du dollar et aux efforts des Français. La France, d'après ces chiffres, commence donc à faire aussi bien que ses partenaires européens et elle se rapproche de plus en plus des performances de son partenaire, l'Allemagne fédérale. Alors ça, ce sont les résultats statistiques, reste la vie de tous les jours, et un constat que nous avons fait à Antenne 2. Si les prix baissent de façon régulière, le crédit à la consommation baisse beaucoup moins vite, ce qui ne fait pas l'affaire des consommateurs. Regardez ce reportage de Véronique Auger. Bonjour madame. Finalement 37 000. Oui, et à crédit je crois. Bon, vous empruntez donc 5 000 francs pour l'achat de ce téléviseur. Vous connaissez le taux de crédit, 26,20%, et vous m'avez dit que vous vouliez donc rembourser en un an, soit 12 mensualités de 478,14 francs. Vous empruntez donc 5 000 francs pour l'achat de ce téléviseur. Le taux actuel de crédit donc est de 24,40%. Vous rembourserez en un an, c'est-à-dire en 12 mensualités de 473,77 francs. Vous croyez que j'ai moins versé cette année qu'il y a 3 ans? C'est vrai, cette année j'ai versé 5 685 francs. En 82, j'avais versé 5 737 francs. Ça fait 52 francs en moins. Eh bien, c'est faux, c'est une impression simplement. En 82, le taux de mon crédit était à peu près de 26%. Et l'inflation tournait à l'époque autour de 10%. En fait, le vrai taux de mon crédit, c'est 26 moins 10, à savoir 16%. Aujourd'hui, faites le calcul, le taux de mon crédit a baissé de 26 à 24%. Mais en même temps, l'inflation est passée de 10 à 5%. Faites le calcul, le vrai taux de mon crédit est en fait de 24 moins 5, 19%. Est-ce que vous n'auriez pas pu baisser le taux du crédit à la consommation autant que l'inflation? Je ne peux pas baisser le taux du crédit à la consommation indéfiniment parce que de toute façon, je dois rémunérer le service que j'apporte. Je dois couvrir le coût du service. Même si le taux de l'inflation était à 0%, même si le coût de la ressource, de l'argent que j'emprunte sur le marché était à 0%, le coût du service m'obligerait à faire un taux du crédit à la consommation de l'ordre de 12%. Deuxième explication, les organismes de crédit empruntent la somme qu'ils nous prêtent et ils l'empruntent à un taux qui n'a pas baissé autant que les prix. Pourquoi? Parce que le gouvernement l'a décidé ainsi. Pourquoi? Pour éviter que les organismes financiers ne prêtent sans compter. Pourquoi? Pour limiter la consommation et donc les importations. Les financiers s'y retrouvent, leurs services sont rémunérés de la même façon, leurs bénéfices sont maintenus. Le commerce extérieur est gagnant. Le dindon de la farce, c'est le consommateur.
Renault toujours entre deux grèves avec un mouvement qui n'a pas pris la dimension que souhaitait la CGT. La centrale d'Henri Krasuki vient d'ailleurs de lancer un nouvel appel pour l'ouverture de négociations sur les salaires. C'est le thème central de cette grève qui touche ce soir 3 usines de la régie, dont notamment Billancourt et Le Mans. Le point de ce mouvement avec Maryse Manot. Ce qui se passe ici est une première dans l'histoire sociale de la régie. La direction fait signer les salariés qui veulent travailler. Contre une signature, ils seront payés. Et ça marche. À Billancourt et au Mans, 70% de non-grévistes selon la direction. Rien d'étonnant, rétorque la CGT, les grévistes aussi ont signé pour ne pas perdre une journée de travail, même s'ils occupent l'usine. Il n'empêche, la CGT fait grise mine, le conflit ne s'est pas étendu aujourd'hui, à l'exception de la petite usine de Choisy-le-Roi, en grève pour 24 heures. Et ce soir, la CGT se déclare prête à négocier à tout moment du jour et de la nuit. Dans l'état actuel de la régie Renault, personne, je dis bien personne, ne nie le profond mécontentement qui existe. Même les autres organisations qui dénient les luttes actuelles engagées, mais qui sont obligées de reconnaître qu'il y a problème, qu'il y a mécontentement et qu'il faut négocier. C'est ça la vraie question. Donc par conséquent, je considère que loin de patiner, nous assistons, nous entrons dans un processus qui risque de s'élargir sérieusement, non seulement à la régie Renault, mais dans beaucoup d'entreprises de notre pays. La voie la plus sérieuse, c'est la négociation. Qu'est-ce qu'ils réclament, les travailleurs de Renault? Ils réclament tout simplement leur dû. C'est pas une grève politique à la régie ? Pourquoi politique? Quels sont les problèmes posés, encore une fois, à la régie Renault? Les salaires, les primes, les problèmes d'emploi. Quand on refuse de négocier des salaires à la régie Renault, qu'on met en cause les primes, qu'on met les travailleurs par milliers en chômage technique et qu'on dit qu'on n'a pas d'argent alors qu'on trouve des millions de dollars pour aller aux États-Unis, pour investir à perte, et ça dure des années, c'est pas politique ça? Et la CGT en baisse à la SNCF. Il y avait des élections au comité d'établissement. La CGT a perdu près de 2 points par rapport au scrutin précédent. Très léger fléchissement de la CFDT qui perd un peu moins d'1 point, tandis que Force ouvrière et la CFTC marquent une très légère remontée. Lorsque l'on évoque le prix Nobel de la paix, on imagine tout de suite un homme ou une femme dont l'action aurait été décisive dans cette recherche justement de la paix. Et pourtant, c'est une organisation qui vient d'être récompensée par ce prix, une organisation de médecins venus de tous horizons politiques et qui militent ensemble contre la guerre nucléaire. Patrice Pellet. Hiroshima, des milliers de morts, la première bombe atomique. Aujourd'hui, une organisation internationale qui lutte contre la prolifération de l'arme nucléaire reçoit le prix Nobel de la paix. À sa tête, 2 hommes. Ici à droite, un russe, Evgeny Chazov, directeur de l'hôpital du Kremlin. Il était le médecin de Leonid Brejnev à gauche. Bernard Laon, professeur de l'université de Harvard. En 1979, c'est lui qui propose la création de l'organisation. Je pense qu'à partir de maintenant, tous les deux, nous allons être encore plus actifs pour notre organisation. Je pense aussi qu'il y aura de plus en plus de médecins qui nous rejoindront pour préserver la vie et la paix. Une bombe d'une mégatonne, c'est 100 millions de degrés à son point d'impact. Au sol, la vitesse des vents atteint celle d'un ouragan. La température de l'air, 100 degrés. La mort pour tout être vivant dans un rayon de 12 km. En France, plusieurs personnalités du corps médical représentent cette organisation. Je crois que cette association a eu le prix Nobel en raison de l'anniversaire des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki et que ça a dû frapper les jurys du prix Nobel en se disant qu'il fallait éviter qu'il y ait un second anniversaire dans plusieurs années. Avec la remise de ce prix Nobel de la paix, ce sont toutes les organisations pacifistes qui se trouvent confortées dans leur lutte. À moins de 6 semaines du sommet Reagan-Gorbatchev, l'attribution du prix Nobel apparaît aussi comme un appel au désarmement. Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique, avait fort à faire lors du congrès de son parti, le Parti conservateur, qui vient de se conclure à Blackpool, au nord-ouest de l'Angleterre. Reprise de l'inflation, accroissement du chômage et émeute raciale, le paysage était plutôt grisâtre pour le Premier ministre, qui devait donc remonter le moral de ses amis. Mais c'est une chose que Mme Thatcher sait parfaitement faire, contre vents et marées. Elle a ainsi quasiment donné le coup d'envoi de la campagne pour une élection qui n'aura pas lieu avant 2 ans, non sans avoir affirmé qu'elle ne changerait pas de politique. Pierre Serra est à Blackpool.
Un discours de 40 minutes sur un ton de conviction, teinté d'émotion au moment où elle évoquait les 3 500 000 chômeurs auxquels elle ne cesse de penser. Mrs. Thatcher n'a pas déçu ses supporters avec ses formules choc 20 fois reprises. Nous avons réduit l'inflation pour réduire le chômage. À ceux qui disent qu'il faut faire le contraire, je réponds qu'on ne construit pas le futur sur de la fausse monnaie. Les émeutes, la police ne fait que son devoir. Nous allons accroître ses moyens pour lutter contre le vandalisme, le pillage et les meurtres. Les enseignants en colère, nous partageons le souci des parents pour l'école. Quelles que soient leurs raisons, les maîtres qui sont faits pour donner l'exemple en donnent aujourd'hui un bien mauvais. Les relations Est-Ouest, nous devons poursuivre notre armement nucléaire. Et si les Soviétiques ont repris le chemin de la table de négociation, c'est grâce à la solidarité occidentale. 8 minutes, 10 secondes d'ovation. Madame Thatcher était vraiment chez elle. Prophète en son pays, reste à savoir si les électeurs en 88 se montreront aussi enthousiastes que les militants de Blackpool pour donner à la Dame de Fer, qui aura 60 ans dimanche, un 3e mandat de Premier ministre. Une décision qui risque de faire beaucoup de bruit dans la région parisienne. Elle émane de la municipalité de Noisy-le-Grand, qui compte 50 000 habitants. Les édiles de Noisy veulent donner un coup de frein à l'immigration sur leur territoire. Ils viennent donc de demander à la préfecture de ne plus attribuer de logements sociaux aux immigrés d'origine non européenne. L'enquête de Roland Sicard. Avec une population étrangère avoisinant les 17%, Noisy-le-Grand n'est pas une des communes de Seine-Saint-Denis les plus concernées par le problème de l'immigration. Pourtant, la municipalité a décidé de prendre des mesures énergiques. Elle demande au préfet de ne plus attribuer de logements aux étrangers non membres de la communauté européenne. C'est une mesure de protection que je souhaite prendre, une mesure de protection tout d'abord vis-à-vis de ces immigrés, qui ne pourront pas, dans les conditions dans lesquelles ils sont installés sur Noisy-le-Grand, qui ne pourront pas s'intégrer à la vie normale. Et puis, d'autre part, une protection de la population noiséenne, parce que vous avez vu les chiffres, encore une fois, les chiffres de la délinquance sont parlants. 50% des crimes et délits commis le sont par des immigrés. Immigrés égale délinquants, la thèse de la municipalité est simple, mais efficace. À Noisy, surtout dans ces quartiers où s'installent les étrangers, l'argument fait mouche. Une commune comme ici qui est pas mal dans l'ensemble, puis quand vous voyez arriver ça, ben ça fait mal, quoi. Hein? Moi je connais des gens qui ont acheté, et là-bas derrière, c'est du côté du Levant je crois, ben maintenant ils le regrettent. Hein? Ils le regrettent parce que ils voient qu'il y a un petit peu trop d'immigrés. C'est-à-dire le problème ne me touche pas à 100%, alors je suis contre. Mais il me toucherait, je réviserais peut-être ma décision. Les conseillers municipaux socialistes ont voté contre ce texte. Pour eux, immigrés ou pas, il fait bon vivre à Noisy. D'après nos renseignements auprès des forces de police et des représentants de la police, au plus haut niveau, à Noisy, nous pouvons nous vanter d'avoir une ville beaucoup plus calme que les villes adjacentes. La décision du conseil municipal a été transmise à la préfecture. C'est là qu'il faudra décider si Noisy peut encore accueillir des immigrés. De très nombreuses réactions après la mort d'Orson Welles, l'un des vrais géants du cinéma américain, un géant qui n'a pas toujours eu la carrière qu'il méritait aux États-Unis, mais qui avait une place un peu à part dans le cœur des cinéphiles français. Nous avons donc décidé sur Antenne 2 de modifier ce soir le programme du Ciné-Club. Claude Jean-Philippe vous proposera donc, après Apostrophe, un film d'Orson Welles, La Dame de Shanghai, avec Rita Hayworth. Nous avons évoqué dès hier soir la mémoire d'Orson Welles, dès que nous avons appris sa mort dans le courant de ce journal. Nous y revenons un moment ce soir en compagnie de France Roche. Acclamé par les cinéphiles, boudé par les financiers, plus connu du public par ses amours ou ses boutades que par ses œuvres, Orson Welles aura vécu entre le triomphe et l'échec. Tony Curtis parlait ainsi de lui. Imagine a man is 26 years old, makes his first film. Imaginez un homme qui a 25 ans fait son premier film. Citizen Kane. Citizen Kane. On my list of 10 great films. Sur ma liste des 10 meilleurs films du monde. In the top 5. Ça serait dans les 5 meilleurs. And then from that point on, my profession have turned their backs to Orson Welles. Tout le monde lui a tourné le dos. You know? Orson a été foudroyé mais pas surpris. Il regardait depuis longtemps la mort comme une partenaire attendue. I've always felt that death was very close to me ever since I was about 10 years old. J'ai toujours pensé que la mort était très près de moi dès l'âge de 10 ans. And although from an actuarial point of view, death is actually closer to me now,
It could not be closer than it's always been. I've always lived, I rejoice in the presence of death. J'ai toujours vécu, je me suis réjoui de la présence de la mort. Because I think it's what makes life brilliant and beautiful. C'est ce qui rend la vie belle et brillante. And that without it, the world would be ridiculous. And I am interested in it from every point of view. Sans elle, la vie serait ridicule et je suis intéressé par elle de tous les points de vue. My interest has not dimmed with its approach. En sport, grande soirée de football avec la 15e journée du championnat. Une rencontre éclipse toutes les autres. Le choc Paris-Saint-Germain contre Nantes au Parc des Princes. C'est le premier du championnat contre le 3e. Et puis une petite indication, ce qui peut vous aider si vous avez joué au loto sportif. Vous avez été plus de 4 millions à parier cette semaine pour un enjeu de 45 millions de francs. Alors juste après le journal, vous pourrez suivre le tirage au sort des 7 numéros de la chance. Le cyclisme avec une information qui concerne le Tour de France 1987, pas le prochain mais le suivant. Un Tour de France qui, comme son nom ne l'indique pas, partira de Berlin-Ouest. L'annonce en a été faite par le maire-gouverneur de la ville à l'occasion du passage de François Mitterrand. Et puis les pronostics pour le tiercé qui se court demain à Auteuil. Il y a 22 partants. Pierrette Bresse vous suggère de jouer le 8, le 5, le 6, le 3, le 21, le 4, le 7, et le 9, 8, 5, 6, 3, 21, 4, 7 et 9. Voilà, et maintenant la météo en compagnie de Laurent Boussier. Oui, pour vous dire que nous sommes dans une situation bloquée par des pressions très importantes, 1040 millibars, qui bloquent donc temporairement toute évolution du temps. On va regarder la photo satellite, elle est très claire, très simple, sans bavure et surtout sans nuages. Voici la situation de cet après-midi, pas un seul nuage sur la France. Toujours cet anticyclone qui s'est légèrement décalé vers le nord et qui repousse vers l'Atlantique toutes ces masses d'air humides qui ne peuvent pas venir sur l'Europe. Avec une telle situation, il ne faut pas s'étonner si la carte du temps prévue pour demain est extrêmement claire, elle aussi, sans nuages, avec quand même quelques brumes le matin sur la moitié nord, du soleil dans la journée, beaucoup de soleil, sauf sur l'extrême nord-est où il y aura quelques nuages résiduels, et puis sur le golfe du Lion, il y aura quelques brumes qui persisteront toute la journée, en nuages bas, donc sur le golfe du Lion. Une situation exemplaire pour un temps d'automne. Les températures, elles sont en légère baisse, c'est normal, elles seront surtout très fraîches le matin, mais dans l'après-midi, elles seront assez agréables, de 16 à 18 degrés sur le nord-ouest, de 17 à 19 sur le nord-est, 20 degrés à Paris, 19 dans le centre et sur le massif central, et de 22 à 24 dans le sud, température encore agréable. Notre agenda, comme tous les jours, pour terminer. Demain, c'est samedi, bonne nouvelle, 12 octobre, le soleil se lève à 8h08, se couche à 18h06, ce qui nous fait 4 minutes de soleil en moins, et bonne fête à tous les Wilfried. Voilà, et puis une petite précision quand même, dans le reportage sur Noisy-le-Grand, vous l'avez peut-être noté, le témoignage de l'élu socialiste, eh bien, ce n'était pas lui qui parlait, donc l'élu socialiste n'avait pas le bon témoignage, et inversement. Une drôle d'image maintenant, on y voit une bouteille de champagne récalcitrante et une princesse têtue. Caroline de Monaco devait baptiser un bateau. La bouteille sacrifiée n'était pas d'accord, elle s'est bien défendue. Regardez. Une fois. 2 fois, 3 fois. 4 fois. Et de 5. Ne veut toujours pas. Cette fois-là peut-être. C'est pas encore ça. Non plus. Et regardez bien. Voilà. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. D'abord, l'interception par l'aviation américaine du Boeing où avait pris place le commando palestinien responsable du détournement de l'Achille Lauro. Ils seront jugés, les 4 commandos seront jugés en Italie. La confirmation du ralentissement de la hausse des prix avec plus 0,1% en septembre. Un bon résultat pour l'économie française. Enfin, le prix Nobel est allé à une organisation de médecins qui milite contre la guerre nucléaire. C'est Philippe Arroir qui vous donnera le dernier journal, les dernières informations aux environs de 22h50. Bonsoir, à demain 20h.